Salut mes petits farfadets cybernétiques, y'a que chez Mâche. Dis donc, c'est le bordel sur ton bureau. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis tout seul. Mais rassurez-vous les loulous, pendant que Boulogne se désespère, je vais vous servir le temps d'hier avec ce magnifique album de novembre 1986 que les éditions Lug, dans leur grande miséricorde, sortent pour leur lecteur velu. Un magnifique récit complet Marvel intitulé sobrement Machine Man que j'ai payé avec mon argent de poche. Je sais, c'est moche. L'album est la compile, on dit une compile, ça fait jaune, de 4 épisodes de la série appelée Machine Man, sortie en octobre 1984 et janvier 1985. Cette mini-série est l'œuvre de Tom DeFalco au scénario, l'habitué de Machine Man, et au dessin, on trouve Herb Trimpe et Barry Windsor-Smith à la finition. Juteux. Les 4 couvertures originales sont géniales puisqu'elles commencent par la tête démontée de Machine Man jusqu'à la 4e couverture où elle est entièrement assemblée, c'était vraiment swag. Je rappelle pour les viewers incultes du neurone que Machine Man est une création de Jack Kirby. Quand le King revient dans le giron de Marvel dans les années 70, un projet lui tient à cœur, transposer l'univers du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick en BD, je veux bien sûr parler du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah! Dans le numéro 8 daté de juillet 1977, Kirby introduit un robot que ses origines nous présentent comme Mr. Machine. La série 2001 de Marvel s'arrête, mais le protagoniste robotique hérite de sa propre série en 1978. Mais elle sera annulée après 19 numéros. Son vrai nom est X-51, car il est la 51e unité d'une série de robots créés par un complexe militaire top secret. C'était vraiment très intéressant. S'il fallait résumer ses aventures, Machine Man sera humanisé par le docteur Abel Stack, qui l'éduquera comme un enfant. Après la mort du docteur, Machine Man essaiera de trouver sa place dans un monde d'humains. Bref, on pourrait dire que Machine Man est le seul survivant d'un projet secret de robot militaire américain qui a fait de son mieux pour devenir humain. En tant que lecteur français, nous avons pu voir ses aventures dans les Titans du numéro 33 en juillet 1981 au Titan 53 de juin 1983. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez lu ces aventures à votre âge d'étumescent. Non. Ce récit complet Marvel de 1986 est assez différent de ce que vous avez pu lire en Titan. C'est jusqu'alors Machine Man ressemblait à un personnage de bande dessinée assez classique. C'était la mode à l'époque. Fade, comme Alain dit. Dans cette mini-série, il est montré à travers des écrits beaucoup plus modernes. L'histoire qu'il va connaître avec les personnages humains de cette histoire ressemble à une greffe de ses aventures dans une autre époque. On pourrait même dire que nous le découvrons véritablement dans ce numéro. L'histoire débute le 23 septembre 2020, c'est précis, dans un entrepôt de stockage de la Brandtronics Incorporated. Un robot automatisé jette une caisse bizarre qui va être découverte par des hackers qui font les poubelles des zones d'élimination de la Brandtronics dans l'espoir de trouver des pièces qu'ils pourront utiliser pour construire des robots à vendre au marché noir. Non, monsieur Cameron, votre Alita n'a rien d'original. C'est ainsi qu'on découvre Brain, Slick, Hustle et Swift, les membres principaux de cette équipe. Heureux de leur découverte, ils se sauvent dans le matin gris. C'est plein de cajots et pas de taxi. Dans cette histoire, Sunset Bane est une femme puissante, mais chiante comme l'amour, qui a le monopole de tous les androïdes et robots. Elle a sa propre force de police qu'elle utilise pour traquer les hackers. Elle est informée de la perte accidentelle du colis, et elle envoie autant de personnel de sécurité qu'il le faut pour récupérer le précieux colis, tout en redoutant l'idée que son contenu soit découvert. De leur côté, les hackers s'emploient rapidement à reconstituer Machine Man, qui se trouvait dans la caisse. Alors oui, ce récit date de 1984. C'est pas tout jeune, et certains d'entre vous ont certainement depuis acquis une tub flaccide, mais faisons fi de votre décrépitude et rions ensemble de ce récit gentillet qui se veut futuriste en parlant de l'année 2020. Franchement, on ne peut pas dire que cette vision de 1984 est pareille avec notre présent. C'est une vision cyberpunk, proche du Blade Runner, qui se lie très bien avec une histoire qui va droit au but. Chaque information donnée dans l'écriture apporte quelque chose à l'histoire, et il n'y a pas de moment superflu. Côté scénario, c'est donc tout à fait acceptable, et même plutôt intéressant. On se régale en découvrant ce récit d'un avenir dystopique, où un groupe de pilleurs de technologie, genre 3-4 patibulaires, tapant le carton dans les vatères, récupère les restes démontés de Machine Man dans une décharge de la Brandtronics. Il le rassemble donc et réactive Machine Man. Et en plus de cet univers cyberpunk, Machine Man va finir par affronter Sunset Bane et même être opposé à Arno Stark, l'Iron Man de 2020. Machine Man découvre aussi Jocasta. Ah! Elle est toujours en vie, mais au service de Bane. Y'a de quoi s'y perdre. Mais si, Jocasta, la meuf d'Ultron. Oui, je sais, elle est tellement charismatique que tout le monde l'a oubliée. L'avenir dans lequel se déroule cette histoire n'a pas été vraiment défini comme le véritable avenir de l'univers Marvel, mais plutôt comme un avenir alternatif. L'intrigue est maladroite et la chose qui pêche le plus est certainement le peu de développement du personnage. C'est bien dommage. On a un héros qui ne se contente que de réagir à ce qui se passe autour de lui, plutôt que de jouer un rôle plus intéressant dans l'histoire. Il ne cherche pas vraiment à trouver sa place dans ce nouveau monde. La quête de Machine Man, pour être accepté comme humain, a été complètement ignorée. De même, Tom
Tom DeFalco n'a pas vraiment bien géré les relations avec les humains qu'il rencontre, en particulier le conflit avec Bane, Iron Man ou même Jocasta. Et puis, on ne sait rien sur le reste de l'univers Marvel dans cet avenir, ce qui aurait pu être franchement intéressant et y ajouter de la profondeur. Voulez-vous en savoir plus? Non. Hélas, les nouveaux personnages, et en particulier les hackers, sont des stéréotypes vite oubliés. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est ton opinion personnelle. Cette histoire avait pourtant tous les ingrédients pour faire du très lourd, mais au final, elle n'est qu'un mélange de bonnes idées et pas assez utilisées pour leur véritable potentiel. Un peu comme si Roméo n'aimait plus Virginie. Au fil des pages, le lecteur s'aperçoit que l'univers ne veut pas être développé. Côté dessin, parfois ça pique un peu, comme les larmes des haters que je mets souvent dans mon couscous. Si les traits d'Herbert Trimpe font trembler d'agacement certains lecteurs, la finition par Barry Windsor Smith reste à couper le souffle. C'est assez somptueux et cela permet de relever les dessins raides de Trimpe, qui visiblement ce jour-là devait avoir une demi-molle. Bien que ce ne soit pas le meilleur travail de Barry Windsor Smith, on y prend un certain plaisir et on peut même y voir le style qu'il avait adopté dans l'Arme X au début des années 90. Incroyable! Sauf que là, au moins, on évite ces visions de cauchemar. Mais ne faisons pas nos katas mijaurées et insatisfaites, car quelles que soient les imperfections de cette mini-série, elle vaut la peine d'être lue pour la confrontation épique entre le futur Iron Man et Machine Man. Ça pète grave sa mère, et ça met un peu de sauce piquante dans le récit, comme la sauce Suzy One que t'achètes à Carrefour. Bref, faut voir comment Machine Man met une mine à Arno Stack. C'est juteux. Franchement, c'est un très bon récit qui passe crème et qui vaut la peine d'être lu, surtout si, comme moi, vous aimez le cyberpunk. Non. On y retrouve vraiment du Blade Runner, avec sa mégalopole tentaculaire et ses ambiances sombres. Un bon récit coupé Marvel à consommer sans modération. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rappelé de bons souvenirs. Non. N'achetez pas chinois et je vous souhaite un bon taux d'intérêt. A bientôt les geeks. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit. Mec, faut que je nous débarrasse du défraculateur. Pourquoi tu veux t'en débarrasser maintenant? Car j'ai eu un rêve prémonitoire dans lequel j'ai vu le Dark Zombie. Il vient chercher le défraculateur. Comment il sait que nous l'avons? Je vous rappelle que l'un des deux défraculateurs a explosé dans un épisode précédent. L'onde magnétique qu'il a dégagée a attiré l'attention du Dark Zombie. Tiens gros, C'est quoi ça? bah regarde. Ah bah ça alors! Des consignes pour me débarrasser du défraculateur! J'ai détecté la présence de mon dernier défraculateur dans les locaux d'Amazing Geek. Demande de l'aide au père Fourreur. Il habite à Bestagen-Berkestadt. Je t'appelle pour que tu récupères le défraculateur avant que Zombie s'en débarrasse. Brut, on a du boulot. On va chez Zombie. Ne joue pas con avec nous, Zombie! Si vous ne nous indiquez pas où se trouve le défraculateur, maintenant on vous tue. Mais là, vous venez de signer votre arrêt de mort. Non. Dis donc, je viens de voir le résumé des épisodes précédents. On sait pourquoi le deuxième défraculateur a explosé dans l'épisode précédent? Parce que d'un point de vue scénaristique, ça nous arrange. Comment ça? Ça attire l'attention du Dark Zombie sur nous et ça lance l'intrigue. Limite, ça passe crème, tu vois. Mais c'est surtout parce que gérer un double objet maléfique dans une intrigue d'une petite chaîne YouTube de merde, c'est assez chaud, hein. Parce qu'on n'a pas le budget pour les effets spéciaux. On se prostitue pas avec un Tipeee, nous, hein. On est des gens honnêtes, nous. C'est sûr, hein, c'est chaud. Alors on va concentrer l'intrigue sur un seul défraculateur, ça sera déjà pas mal. Déjà qu'on n'est pas sûr d'arriver au bout de cette saga. Ouais. Bon allez, pas que ça est foot. Il faut que je me débarrasse du défraculateur afin que je sois blessé parce que je boite. Ça veut rien dire ton truc? Bah oui, on a même pas assez de sous pour se payer un bon scénariste. Chaîne de merde. Ouais, chaîne de merde. Pourquoi tu nous as appelés gros? Je vais devoir m'absenter un certain temps. Jusqu'à quand? Bah je sais pas, à Pâques ou à la Trinité. Non, restons en ville. Et t'étais obligé de nous convoquer sur le toit. Oui, c'est pour pas qu'on nous écoute, Maloute. Bah pourquoi? Trop de monde sait que le défraculateur est chez nous. C'est que des emmerdes. Tout le monde veut mettre la main dessus. Alors je dois nous en débarrasser une fois pour toutes. Et tu comptes faire comment ma gueule? Je pars trouver le père Fourreur qui pourra nous en débarrasser. Qui ça? Un meute dans les Vosges, tu connais pas. Ah ouais, c'est vrai que t'es Vosgien toi. Je prends le défraculateur avec moi. Vous allez rester ici pour faire croire qu'il est encore dans la maison. Comme ça, ceux qui le convoitent auront les yeux rivés sur vous. Et ils me feront pas chier dans ma quête. Je pourrai voyager tranquillement, vous voyez. Ah ouais, comme Frodon dans le Seigneur des Anneaux, c'est pas con. Qu'est-ce que tu crois? C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 5 les enfants. Oui, mais les gens vont devoir partir d'ici avec le défraculateur. Bah, c'est pour ça que j'ai demandé à Patricia de m'évacuer par les doigts. Ah, ouais, c'est surtout pour faire style. Vas-y, fais pas genre. Oui, aussi. Sauf que comme on n'a pas le budget pour ça, on va se contenter de claquer des doigts et d'envoyer un carton final où il est écrit à suivre. C'est vrai que ça le fait moins bien quand même. Bon, allez, veillez sur la maison comme si c'était le pucelage de votre sœur. J'en ai pas. Non, c'est une expression. Ah ok. Allez, Patricia, on y va. Que la force soit dans vos slips, les mecs.